Notre invité Benoît Hamon, c'est une édition spéciale, notre deuxième édition spéciale. Je dis deuxième parce qu'il y en aura d'autres avec les principaux candidats, évidemment, à cette élection présidentielle. Benoît Hamon, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous allez répondre tout à l'heure aux auditeurs d'RMC et aux téléspectateurs de BFM TV. Mais j'ai une première question concernant François Fillon. On va parler de la situation politique quand même dans cette présidentielle qui est inédite. On n'a jamais vu ça. Est-ce que François Fillon, vous avez dit François Fillon est indigne de la fonction présidentielle. Pourquoi dites-vous cela? Je ne l'avais pas dit auparavant. Oui. Je l'ai dit du jour où il a évoqué la tyrannie des juges et appelé à manifester contre ceci. Alors maintenant, les mots d'ordre ont changé. On appelle à se ressouder autour de François Fillon, mais je considère qu'il y a une forme de démarche un peu séditieuse. On en appelle au peuple pour qu'il aille dans la rue pour soutenir François Fillon. Et moi, je veux dire, j'en peux plus des affaires de François Fillon. Ça suffit maintenant. Ça suffit. On ne parle plus que de cela. Je vais en Bretagne parler des déserts médicaux, des services publics locaux qui disparaissent. On me parle de François Fillon. On parle hier de la concentration des médias ou de l'indépendance des journalistes. On nous répond François Fillon. Je veux parler lutte contre le chômage de longue durée et des seniors. On me répond François Fillon. Ça suffit. Il vole cette élection, mais débat de cette élection présidentielle. C'est lui qui a décidé d'hystériser le débat public autour et présidentiel autour de sa situation en montrant du doigt les juges. Moi, je dis pourquoi est-il indigne aujourd'hui? Parce que comment pourrait-il demain, président de la République, être le garant de l'indépendance de la justice, lui qui construit sa campagne présidentielle sur la dénonciation des juges? Comment pourrait-il être demain digne de confiance, lui qui réclame une justice d'exception pour lui, une trêve, au nom de quoi? Lui qui veut que les sanctions soient rapides, immédiates contre tout le monde, mais échapper au verdict des juges, ça n'est plus possible. Et ce qui est insupportable, c'est que finalement, il tire toute cette campagne vers le bas. En la tirant vers le bas, qu'est-ce qui va émerger? La réponse Front National qui continue aujourd'hui à être bien présente dans les intentions de vote avec les paroles de Madame Le Pen. Avez-vous entendu hier son programme économique? Sortie de l'euro, on revient au franc, on relocalise les entreprises de l'extérieur, on ne sait pas comment, mais c'est complètement burlesque. Et ce genre de programme-là aujourd'hui pourrait être non seulement au second tour des élections présidentielles, mais pourrait l'emporter. Moi, franchement, je le dis aux dirigeants et aux citoyens de droite, électeurs de droite, démocrates, républicains convaincus, ne vous laissez pas embarquer dans cette folle course pour se sauver de François Fillon. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans. C'est dangereux pour cette élection présidentielle et dangereux pour la démocratie. Dangereux pour les institutions. Est-ce qu'il faut interdire la manifestation de dimanche? Évidemment que non. C'est le droit le plus parfait. Manifestation contre les juges. En partie. De soutien, mais aussi contre les juges, contre les médias. L'appel a été clair. Assassinat politique, tyrannie des juges. L'appel a été clair. Ce que veut François Fillon, c'est rééditer je ne sais quel épisode où on en appelle au peuple pour faire tomber quoi? Le contre-pouvoir, l'autorité judiciaire, celle qui exerce ses pouvoirs librement et en toute indépendance du pouvoir politique. D'ailleurs, on faut relire les choix de François Fillon par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, par rapport à l'indépendance du parquet. On voit bien qu'en clair, cette droite-là n'a jamais accepté, je parle de François Fillon, cette indépendance donnée et garantie à la justice et aux juges. Vraiment, je trouve ça choquant. Et je trouve d'autant plus que dans une campagne présidentielle, vous l'avez dit, inédite par certains aspects insaisissables, parce que la crise, elle est partout, et qu'on voit bien que... Et puis parce que les partis politiques sont déconsidérés aujourd'hui. Complètement. Même si vous dites il y a une droite et il y a une gauche en réponse à Emmanuel Macron, mais franchement, je pense qu'il y a une droite et une gauche. Nous ont conduit les partis politiques, Benoît Hamon, depuis des années, leurs alliances électorales, leurs petits calculs, leur entre-soi, leurs privilèges. Où? Il ne faut pas confondre parti politique et clivage droite-gauche. On peut parfaitement se revendiquer de gauche sans n'avoir jamais eu aucune carte, fort heureusement, à un parti, sans se reconnaître même à un seul parti. Mais vous êtes l'homme d'un parti. Moi, j'ai été l'homme d'une primaire. Avant, dans tout votre parcours politique, Benoît Hamon. Oui, j'ai fait un choix, comme beaucoup d'autres, un jour dans ma vie, de m'engager. Et heureusement, mais vous avez été l'homme des calculs dans le parti, vous. Non, lesquels? Bon. Je sais pas, autour de Martine Aubry, dans des congrès ou dans des... non. Moi, j'ai
assumé pendant des années, d'être dirigeant politique dans un parti politique. Mais j'ai été choisi par les Français dans une primaire, et je veux continuer à insister sur ce que vous venez de dire. Oui, il y a aujourd'hui beaucoup de Français qui veulent se débarrasser des rentes des partis, des logiques d'appareil, de ces petits calculs qui nous tirent vers le bas. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que le clivage droite-gauche n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vision de la solidarité de gauche qui aspire à ce que chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut et qu'on aide ceux qui ont le plus besoin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vision aussi de droite de la solidarité, de la sécurité sociale ou de l'avenir des régimes de retraite, qui considèrent aujourd'hui qu'on pourrait finalement remettre en cause les principes de la redistribution et de la solidarité qui, depuis le Conseil national de la résistance, depuis 1945, fondent le lien social. Savez-vous pourquoi on a résisté aussi bien à la crise ? Pourquoi est-ce que ce pays, même quand il va mal, même quand c'est dur, dans les territoires ruraux, dans les quartiers les plus difficiles, dans le cœur des familles et des logements où le matin quand on se lève, on se dit que ça va être une journée difficile. Pourquoi ça tient ? Parce qu'on a des mécanismes de solidarité, parce qu'il y a un système de retraite, parce qu'il y a une assurance maladie, parce qu'il y a quand même des services publics et des fonctionnaires derrière qui font tourner la machine. Et quand, dans cette campagne présidentielle, on joue à droite avec François Fillon, au centre droit avec Emmanuel Macron, à qui supprimera le plus grand nombre de fonctionnaires. Alors on va choisir. On veut moins de quoi ? De puéricultrices dans les crèches ? De personnes dans les cantines scolaires ? D'ATSEM ? D'assistantes sociales ? On veut moins de quoi au niveau national ? D'enseignants ? De policiers ? Non mais de combien ? Que ces dirigeants politiques disent, eux qui sont au-dessus de tout, quels sont les guichets, quels sont les services, quels sont les lieux où ils vont enlever des hommes et des femmes qui ne se lèvent pas en se disant le matin « Tiens, chouette, je vais être fonctionnaire ». Ils disent « Je vais faire mon métier de jardinier, je vais faire mon métier de policier, je vais faire mon métier d'aide-soignante ». Qu'ils le disent. Moi, je me refuse aujourd'hui à faire cela. Et j'y rajoute une chose, je propose une garantie service public universelle, notamment pour les territoires ruraux. Cela veut dire que, sur un panier de services minimum, le droit à avoir accès à un médecin, le droit à avoir un accueil de jour en Alzheimer, le droit à avoir accès à une crèche municipale, le droit à des services publics fondamentaux, que plus aucun Français ne soit à moins de 30 minutes de l'ensemble de ce panier. Alors, une poste à moins de 30 minutes, une école, un service de soins, une école, un dispensaire, un dispensaire, un train, une administration fiscale. Je souhaite que ce droit soit inscrit dans la loi et opposable à toute fermeture de services publics quand un certain nombre de grandes entreprises publiques décident de réorganiser leurs services, non pas en fonction de l'intérêt parfois des populations, mais en fonction de la rentabilité qu'ils tirent ou pas de tel bureau de poste ou de Benoît tel service Hamon, public. Je vais revenir sur votre programme en détail. Évidemment, c'est le rôle de ce rendez-vous, parce que je voudrais quand même que l'on parle des propositions des uns et des autres. On en a parlé avec Emmanuel Macron vendredi dernier, on en parle avec vous, on en parlera avec les autres. Mais à propos de Macron, il veut effacer donc le clivage droite-gauche. Est-ce dangereux pour la démocratie, cette position ? C'est pas dangereux pour la démocratie en soi c'est une posture. Ce n'est qu'une posture. Oui, je crois fondamentalement que c'en est une. D'abord parce que s'il veut l'effacer, quelle est la majorité qu'il aura derrière pour gouverner ? Y en aura-t-il une ? Et vous ? Sur qui s'appuiera-t-il ? Laquelle aurez-vous ? Moi, je souhaite que ce soit une majorité de gauche. Et je l'ai dit depuis le début. Jean-Luc Mélenchon, sans l'extrême gauche, sans... Non, écoutez-moi, la majorité parlementaire, je souhaite que demain, le gouvernement, qui sera le mien, mon Premier ministre, dispose d'une majorité, constitue un gouvernement avec toutes les nuances de la gauche. Je souhaite, sur le modèle de ce que proposent aujourd'hui d'ailleurs les Allemands, les socialistes allemands qui rompent avec la logique de la grande coalition, voudraient eux aussi reconstituer une grande majorité de gauche, il est venu le temps de la clarté. Moi, ce que l'on peut reprocher aux 10, 15, 20 dernières années, c'est justement que la créature ultime de ces 20 dernières années, ce soit Emmanuel Macron, l'indifférenciation. On ne sait plus qui est quoi, ou qui est qui, on ne sait plus resituer les choses. Moi, je pense que c'est comment mélange jugez-vous des son gens. programme, justement puis on cessera avec Macron, mais comment jugez-vous son programme ? Écoutez, je vais prendre un exemple. Allez-y. Le fait de dire qu'un chômeur, demain, est obligé, sinon ses indemnités chômage seraient remises en cause, d'accepter, au bout de la deuxième offre, je crois, un emploi, même s'il est à 25% de salaire en moins que ce qu'il perçoit. Un emploi. Oui, mais un emploi. Faut que l'emploi soit un emploi décent. Hein. Oui, mais à 25% de salaire, c'est écrit noir sur blanc, entre 25% de salaire en moins. Voilà. Ça, c'est la logique qui consiste à tout précariser. Et lorsqu'il veut supprimer tous les régimes spéciaux de retraite. Mais
dont celui des parlementaires. Dont il celui a des raison, parlementaires. Il a raison, il n'est pas le seul à le proposer d'ailleurs. Mais Oui. je considère, moi, qu'il faut aujourd'hui, effectivement, d'avoir davantage d'égalité. Mais la réforme sur laquelle, moi, j'insiste, parce que je vais parler de ce que je propose, et qui me paraît être le plus dur, c'est qui part à la retraite et à quel âge et en fonction de quel travail. Aujourd'hui, tous ceux qui ont un métier pénible peuvent espérer, avec le compte pénibilité, partir plus tôt. Mais la réalité, c'est que dans la définition de cette pénibilité, le patronat met beaucoup d'obstacles à la mise en œuvre de cette réforme. La priorité des priorités, à mes yeux, c'est que là où vous avez eu un travail qui est un travail dont on sait qu'il va réduire votre espérance de vie. Il faut même rentrer dans le détail. C'est même pas tant que votre retraite va être plus courte, mais c'est que votre retraite en bonne santé va être plus courte. On a des statistiques qui sont implacables. Là où les métiers ont été durs, quand c'était du travail de nuit, du travail exposé à l'extérieur, du travail posté, du travail qui est au 3-8 ou au 2-8, on sait que non seulement la période de retraite est plus courte, donc vous allez avoir une espérance de vie moins longue que tous les autres, mais de surcroît, ce temps dont vous êtes censé profiter après une vie de labeur, va être un temps où vous serez malade aussi plus tôt. Eh bien moi je dis que la priorité des priorités, plutôt que là encore jouer sur travailleurs du privé contre travailleurs du public, c'est de considérer que la pénibilité doit être au cœur de toute réforme de retraite. On doit se concentrer, non pas sur l'âge légal et la durée de cotisation pour tous, ça n'est pas ma priorité aujourd'hui, mais sur les conditions de départ de ceux qui ont eu les métiers les plus pénibles. Est-ce que vous supprimez tous les régimes spéciaux de retraite? Non, ce n'est pas aujourd'hui ma proposition. Ce n'est pas votre proposition. Et j'insiste donc sur la pénibilité comme le cœur aujourd'hui d'une réforme de justice en matière de retraite. Alors je vais revenir en détail, ne vous inquiétez pas, nous avons du temps. 8h37 sur votre programme, Benoît Hamon. Quand même de la politique, vous parliez de majorité tout à l'heure. Le parti ne vous soutient pas vraiment. J'ai entendu les uns et les autres, vous aussi, beaucoup mieux que moi. Évidemment, d'abord, est-ce que vous allez rencontrer Manuel Valls, là? Vous aimeriez le rencontrer pour lui dire, voilà, écoutez, maintenant il faut que tu me soutiennes. Écoutez, oui. Honnêtement, si quelqu'un croit que l'élection présidentielle se joue dans le fait que Benoît Hamon aille prendre un café avec Manuel Valls entre vendredi et lundi... Prendre des cafés, c'est difficile chez vous. Mais non, mais pardon, pas le sujet. Pas vous, mais d'abord, tout le monde se parle, il ne faut pas croire que les gens ne se parlent pas. Et je vais vous dire une chose. Bon, moi, je fais une campagne présidentielle. Je prends les conseils de ceux qui m'ont précédé. Sois libre. Libre, ce n'est pas infidèle. Et je suis fidèle à nos valeurs et aux valeurs de la gauche. Mais je suis libre. J'ai une légitimité qui m'est donnée par des électeurs de gauche qui me disent, Benoît Hamon, ce que nous voulons, c'est que vous vous tourniez vers l'avenir. Et vous tournez vers l'avenir, ça n'est pas vous préoccuper des petits calculs, des petites histoires et des solutions du passé. Et c'est ce que j'essaye de faire. Vous vous êtes préoccupé de votre accord avec Jadot, Yannick Jadot, pendant des jours et des jours. Hein, pardon. Vous avez entièrement raison, parce qu'il me revient la responsabilité de fabriquer le rassemblement. Et ça ne se fabrique pas du jour au lendemain. Dans une gauche dont vous reconnaîtrez qu'il y a quelques semaines, elle était totalement atomisée, que les uns et les autres, après la primaire socialiste, étaient dispersés. Était en meilleur état. Oui, je crois que je la rassemble. Oui, avec Jadot, 2%, elle est en meilleur état. Il n'y a pas de mépris. Hein. Ce sont les idées de Jadot. Ce sont les idées de Jadot qui sont intéressantes. C'est pas la personnalité, peu importe. Et s'il y avait eu un candidat de plus, c'était davantage de division. Donc ma responsabilité, aujourd'hui, je continue les discussions avec les radicaux de gauche, avec le mouvement des citoyens. Ce travail-là, je le poursuis. Ce que je veux simplement dire, c'est que au-delà de ce travail de rassemblement qui s'opère, il faut regarder vers l'avenir. Et je vous ai parlé un peu des services publics. Sur quoi va se jouer l'élection présidentielle? Pas sur je ne sais quel cartel ou quelle addition de soutien, mais sur non, mais vous reprochez peut-être à juste raison Emmanuel Macron de ne pas disposer d'une majorité, mais vous n'en disposez pas non plus. D'être élu, évidemment. Oui. Et je ne vois pas demain. Personne n'en dispose. Je ne vois pas demain. Pour Emmanuel Macron, avec qui va-t-il diriger ce pays? Mais vous, avec quelle qui? majorité? Vous, avec qui? Vous avez laissé 43 circonscriptions Europe Écologie Les Verts dans votre accord, puisque vous avez passé un accord électoral. Mais c'est vrai. Ben oui, non, mais c'est bien d'assumer. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est à gauche, vous parlez de rassemblement à gauche, mais quand on parle de soutien à Myriam El Khomri, tout le monde se dispute. Quand on parle de soutien à Manuel Valls aux législatives, tout le monde se dispute. À gauche, quand on parle de soutien à Cécile Duflot à Paris, aux dépens d'une candidate socialiste, non?
Au dépend, c'est une circonscription qui est une circonscription, oui, qui a été réservée à Cécile Duflot. Oui, mais écoutez, bon, on peut pas faire. Je me mets à la place. Non, mais vous me mettez à la place de. Moi, je vous dis, je suis candidat à l'élection présidentielle. Des sympathisants, des militants socialistes. Les citoyens français, ils attendent de savoir quoi. Quelle politique ces députés mettront-ils en œuvre demain? Alors moi, je préfère parler de la politique que je mets sur la table et qui est le produit d'un travail qui est un travail alors je vais ancien, vous parler long et qui n'aura encore un mot de Mélenchon. Encore un mot de Jean-Luc Mélenchon. Je vous parlerai des premières propositions que vous faites en matière d'environnement, puisque nous avons parlé de Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon. Franchement, parti de poker menteur, franchement, est-ce que vous avez cru à un moment ou à un autre qu'il allait se retirer? Ma responsabilité, c'était de faire la proposition. Je considère aujourd'hui qu'à ma place, je suis le mieux placé pour parler à toute la gauche et en situation d'être au second tour. Il me revenait de faire cette proposition. Moi, je respecte le... Retire-toi, vous lui avez dit, retire-toi. Enfin, pas comme ça, mais... C'est ce que je souhaitais. Ce n'est pas possible, je continue ma campagne. Bon, il ne se retirera pas. Vous pensiez qu'il allait le faire? Sincèrement, soyons honnêtes. Honnêtement, je voulais avoir la discussion avec lui. Bon, vous l'avez eu, vous êtes fixé. Bien, donc il n'y a plus d'espoir de ce côté-là. Aujourd'hui, je fais ma campagne, il fait la sienne. Bon, donc il n'y a plus d'espoir de ce côté-là. Je fais ma campagne. De ce rassemblement-là. Moi, je ne désespère jamais, mais je fais ma campagne. Bon, d'accord. Avec Yannick Jadot. Je suis optimiste. Vous avez remarqué que la tonalité de ma campagne, elle est un peu plus positive et optimiste que ceux qui font commerce des peurs, des angoisses et qui rajoutent leur commerce. Marine Le Pen, François Fillon, ceux qui rajoutent leurs propres angoisses au débat politique et aux angoisses des Français. Moi, j'essaye de. Mais Marine Le Pen, elle est sereine dans sa campagne aussi. Qu'on la soutienne ou pas. Non, mais elle est peut-être sereine. Ce qui est frappant, c'est que sa campagne transpire. Et elle a du soutien. Non, mais transpire la peur. Transpire la peur de tout. La peur des autres, la peur des étrangers, la peur de son voisin, la peur de l'euro. C'est une femme qui a peur, entourée d'hommes et de femmes qui ont peur et qui font commerce de la peur. Et si on ne parle qu'avec sa peur, ce qui se passera derrière, ce sera un flot de désordre, de violence. Nous le savons. Et moi, je ne me résous pas à cela. Au-delà même de sa peur à elle, qui installera-t-elle au sommet de l'administration? Vous avez vu ce qu'elle a dit sur les fonctionnaires, sur les policiers? Elle a eu des mots dans le même, quasiment dans la même phrase, d'une violence rare contre les juges, contre les médias qu'elle veut mettre au pas, et contre les fonctionnaires. Cela veut donc dire que demain, les fonctionnaires qui, dans la République, sont neutres, et pourquoi garantit-on leur neutralité? Pour justement qu'ils soient indépendants des velléités des politiques de faire en sorte que le service public soit remis en cause, que l'égalité des Français devant le service public soit remis en cause. Eh bien, à eux, elle dit, c'en est fini ce temps-là. Je vous mettrai au pas également. Eh bien, pour celles qui se prétend être... Elle n'a pas dit tout à fait, je vous mettrai au pas. Mais bon. Qui peut penser... Non, mais que ce qu'elle a dit aux policiers, c'est quoi? Mais moi, je suis très inquiet de cela. Parce que qui installera-t-elle? Que libérera-t-elle? Marine Le Pen au pouvoir, c'est une forme de dictature? Moi, je sais que l'extrême droite, vous pouvez la porter au pouvoir par la démocratie. Vous savez jamais tout à fait comment elle en sort. En tout cas, il y a quelques expériences dans l'histoire. Non? Oui ou non? Bon, donc nous sommes là face à un parti d'extrême droite. Elle dit je ne suis pas d'extrême droite. Ah oui, elle se défend. Qui doute de tous les racistes, antisémites, islamophobes qui derrière elle continuent à véhiculer les thèses qui sont les leurs? Qui doute? Ce sont ceux-là qui la guident? Mais je ne sais pas qui la guide. Je sais qui la soutient. Elle l'est. Pour l'instant, islamophobe, raciste. Elle fait partie d'un parti qui a été à plusieurs reprises pour un certain nombre de ses dirigeants condamné pour cela. Donc apparemment, même si elle ne l'a pas été, ça ne la dérange pas. Ça ne la dérange pas. Elle s'en accommode. Elle s'en accommode suffisamment pour que demain, on puisse libérer, si elle arrive au pouvoir, on puisse libérer quoi? Ce genre de réflexe, ces attitudes chez celles et ceux qu'elle installerait aux responsabilités. Bon, moi, je vous le dis, comme responsable politique, je suis attaché au débat démocratique, à la clarté de ce débat. C'est très, très, très dangereux. Donc, si le second tour oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, vous votez Macron? Il votera probablement Emmanuel Macron, Benoît Hamon, mais moi je n'aurai pas d'état d'âme à faire barrage contre le Front National, jamais. Bien.
Yannick Jadot, accord avec les écologistes, donc irréalisable, disent de nombreux socialistes. Vous les entendez, hein? Vous avez entendu Jean-Marie Le Guen, par exemple. Mais pourquoi souriez-vous quand je parle de Jean-Marie? Non, mais vous souriez. Non, c'est pas très sympathique pour lui. Non, vous souriez également. Ça veut dire que non, mais moi je souris parce que c'est une preuve d'empathie. Parce que vous souriez. Oui, moi, je préfère sourire en politique que pleurer tout le temps. Oui, non, on est bien d'accord. Bon, alors, vous dénoncez le traité CETA. Pas question de construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, malgré le référendum. Pas de ligne ferroviaire Lyon-Turin. On est bien d'accord, hein, sur tout ça. Hein. Sur ces deux sujets, je propose des conférences de consensus qui remettent à plat les situations pour vous examiner la viabilité des alternatives. Oui. C'est ça que j'ai proposé et que nous proposons avec Yannick Jadot. Bien, toutes les centrales nucléaires fermées avant 2050, c'est ça? Oui, mais là, je vais faire une précision. Moi, je serai a priori pas président de la République jusqu'en 2050. Oui. Pourquoi je fixe cet objectif? C'est d'abord un quinquennat. Et dans le quinquennat, il y a plusieurs centrales et réacteurs qui vont arriver en fin de vie. Oui. Je souhaite qu'on les ferme. Pourquoi? Parce que le coût de la maintenance et du fait de rallonger la durée de vie de ces réacteurs est extrêmement cher. De surcroît pour une entreprise EDF qui doit être endettée à hauteur de 32 milliards. Donc moi je considère que le choix politique qui doit être fait, c'est la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique et une concentration des investissements sur les énergies renouvelables. Pourquoi? D'abord parce que c'est une garantie d'indépendance. Le vent, le soleil, les courants marins, tout ça, nous les avons ici. L'uranium, nous l'importons d'ailleurs, et ce minerai précieux pour le nucléaire, et nous rend dépendants des pays qui le produisent. Donc c'est une garantie d'indépendance et de souveraineté. De surcroît, évidemment, nous échapperons au coût qui consiste à traiter ou enfouir les déchets nucléaires. C'est pour ça que sur Bure, je suis favorable à des formes d'enfouissement et de traitement dits réversibles, c'est-à-dire que là, nous avons un enfouissement très profond, à 500 mètres, dont on pense aujourd'hui... ce projet? Oui, je préfère lui substituer... Donc vous stoppez ce projet, si vous êtes projet d'enfouissement en subsurface, c'est-à-dire réversible et non pas irréversible. Mais le plus important pour moi, il est de dire que cette conversion écologique de notre économie, cette transition énergétique que je veux mettre en œuvre, d'abord, elle va être très riche en emplois. Savez-vous aujourd'hui que selon toutes les études, là où on fait de l'énergie renouvelable, on fait 6 fois plus d'emplois qu'avec de la production d'énergie classique ou nucléaire. 6 fois plus d'emplois. Ça n'est pas rien. Et donc, on a à tourner notre système de formation, l'organisation de nos PME, le pilotage de cette politique par EDF vers les territoires, vers la création de ces unités de production d'énergie renouvelable. De surcroît, nous avons à tourner notre recherche privée et publique vers l'accélération, par exemple, des batteries qui rendront autonomes beaucoup plus longtemps les véhicules électriques, vers la multiplication des bornes de recharge. Bref, je veux organiser notre écosystème industriel, économique, de PME et de TPE, notre recherche privé et public, notre enseignement supérieur vers cette transition énergétique et écologique, de telle manière que demain, d'abord les emplois soient là, que nous puissions former des salariés qualifiés qui nous permettent de démanteler des centrales nucléaires, de basculer vers les énergies renouvelables et leur production. C'est un immense chantier pour la France. Ça fait partie de ces grandes transformations qui font que la France est d'ailleurs un pays à part, parce qu'elle s'est mobilisée à la fois son génie privé, sa capacité d'innovation considérable. Il y a un nombre incalculable de brevets qui sont déposés dans le domaine des énergies par des ingénieurs français et son génie public. Et c'est cette alliance-là à laquelle je crois et que je veux mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'à la clé, il y a aussi notre qualité de vie. Il y a aussi la manière dont nous serons à la fois souverains sur le plan énergétique, mais capables de produire une énergie propre. Bien, Benoît Hamon, nous allons quitter l'écologie, entrer de plein pied dans le reste de votre programme. Vous êtes là jusqu'à 9h30, donc nous avons le temps. Vous allez répondre aux questions des auditeurs, qui sont nombreuses, notamment sur le revenu universel. Nous allons y revenir. Il y a des précisions à apporter. Mais je regardais les profits des entreprises du CAC 40 en 2016, 75 milliards d'euros de profits. Une chance pour la France, tant de profits? À condition qu'ils soient redistribués et qu'ils servent à l'emploi. Sinon, s'ils échappent, s'ils partent, ils sont distribués sous forme de dividendes, et la part des dividendes a augmenté dans la distribution de ces profits. Là, ça ne nous sert à rien, absolument à rien, ni à vous, ni à moi, ni à qui que ce soit. Des dividendes que touchent les actionnaires et que peuvent toucher tous les salariés de ces grandes entreprises. Oui, assez marginalement dans les faits, et la réalité, c'est que si vous voulez que les profits servent aux salariés à ce qu'ils consomment davantage, mieux vaut faire du salaire en plus. Ce que moi, je dénonce, c'est outre
la préférence d'une partie des grandes entreprises françaises pour la distribution de dividendes plutôt que pour l'investissement. Ce que je dénonce aussi, ce sont les choix politiques qui ont pu être faits de défiscalisation. Comment pouvez-vous changer les choses, vous, Benoît Hamon, président de la République? Je vais vous prendre un exemple. Emmanuel Macron a défiscalisé la distribution d'actions gratuites. Savez-vous ça? Bon, à qui ça peut servir? À une start-up qui ne distribue ni salaire ni dividende parce qu'elle est trop petite. Très bien, je le garde. Très bien. Ce que je supprime, c'est le fait aujourd'hui de défiscaliser pour l'employeur comme pour le bénéficiaire la distribution d'actions gratuites, qui rend ce revenu-là finalement moins fiscalisé qu'une heure supplémentaire. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on a encouragé la baisse du tarif des heures supplémentaires, on est moins bien payé quand on est un travailleur et qu'on fait des heures supplémentaires, et on a défiscalisé les distributions d'actions gratuites. Qui en a profité? Carlos Ghosn, par exemple. Qui en ont profité? Pour l'essentiel, les grands managers du CAC 40. Eh bien, voilà quelque chose que je ne ferai pas. Cadres dirigeants. Donc, oui aux startups, je garde, quand c'est pour les startups. Mais non, quand au prétexte d'aider les startups, en fait, on sait qu'on fait des gros cadeaux, aux fortunes les plus riches et au top management. Très concrètement. Deuxième chose, ce que je vous propose, ce que je propose aux Français, quand je serai président de la République, je demanderai que soit mis en œuvre précisément le reporting pays par pays des bénéfices des grandes sociétés. Je m'explique. Aujourd'hui, je veux savoir, comme beaucoup, où les entreprises réalisent-elles leur chiffre d'affaires et où elles réalisent leurs bénéfices. De façon à ce qu'on n'ait pas des systèmes d'évasion fiscale qui consistent finalement à faire beaucoup de profits en France, mais on met en place une stratégie d'optimisation fiscale. En réalité, on déclare ses bénéfices dans je ne sais quel paradis fiscal pour échapper à l'impôt. Moi, je veux que demain, les grandes entreprises ne puissent pas échapper à l'impôt parce qu'elles finalement maintiennent dans la pénombre la réalité des bénéfices qu'elles font chez nous, la réalité des mécanismes d'optimisation fiscale qu'elles organisent pour échapper à l'impôt. Qui peut penser qu'une seule grande entreprise aurait réussi sans les infrastructures de télécommunications que le génie public français a mis en place? Qui peut penser qu'une seule grande entreprise réussirait sans des salariés de haut niveau, des ingénieurs formés par l'enseignement public, par notre enseignement supérieur, par une autre école? Qui peut penser que ce pays serait attractif sans ce système de santé que nous avons? Eh bien, moi, je dis et je considère aujourd'hui que oui, il faut faire en sorte, sans être dans la confiscation, sans être dans la coercition, de réorienter une partie de ces profits vers l'intérêt général. Et de la même manière, je dis d'un mot, les grands géants du numérique qui échappent à l'impôt, les Google, les Apple, alors qu'ils ont un établissement stable en France, s'il faut modifier les règles constitutionnelles pour que cela soit possible, il n'est plus possible qu'ils échappent à l'impôt, celui qu'ils vous doivent au motif qu'ils font leurs bénéfices ici. Il n'est plus possible qu'ils ne contribuent pas à la création et à la diversité culturelle, comme la plupart des entreprises aujourd'hui qui diffusent des contenus culturels. Sinon, demain, nous accepterons que nos artistes ne soient plus rémunérés pour ce qu'ils créent, et nous accepterons surtout que des entreprises qui créent assez peu d'emplois, mais font des bénéfices faramineux chez nous, insolents, continuent à ne pas payer d'impôts. Et je me réjouis que Bill Gates soit venu à l'appui de ma proposition sur la taxe sur les robots. Que le patron de Microsoft l'ait dit. Je pense que ça a bouclé les critiques de quelques-uns, mais voilà une proposition sérieuse. Avant d'entrer vraiment en réponse aux auditeurs qui ont plein de questions sur votre projet. Pardon d'être un peu long, mais non, pas du tout. Je vous remercie. D'ailleurs, je vais dire ici, merci à BFM TV et à RMC, je le dis sans flagornerie, mais qu'on ait ce ton-là le matin pour pouvoir parler un peu longtemps de ce que l'on propose, parce que on a un peu parlé de Fillon, on a un peu parlé de Fillon et de ses affaires, mais moi je préfère parler de tout cela que du reste. Alors j'ai une question, puisqu'ici on pose des questions clairement. J'ai lu Le Canard enchaîné. Est-ce que vous êtes intervenu pour faire embaucher votre compagne chez LVMH? Non, mais tout est vrai. D'ailleurs, ce qui dans ce papier, évidemment, Le Canard, c'est un journal satirique, donc il faut accepter qu'on tourne les choses de la manière qui vous plaît pas forcément. Non, je connais son patron, Marc-Antoine Jamet. Et ce que je lui ai dit, parce que ma femme n'a pas mon nom, elle s'appelle Gabrielle Goualard, et quand elle a postulé après des années où elle a travaillé, etc., elle travaille dans le privé, à un poste, oui, je l'ai appelé pour lui dire, je veux juste par honnêteté te dire que cette femme qui est candidate chez toi, c'est ma femme. Et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, et que vous ayez cette information-là aussi, pour pas être pris au dépourvu. Ça n'a pas été une décision simple que j'ai prise avec ma femme, parce que nous pensions que ça pouvait la gêner. J'observe qu'aujourd'hui, oui, ça la gêne. Aujourd'hui, le fait que je sois candidat à l'élection présidentielle, le fait que j'ai cette visibilité, oui, incontestablement, ça fragilise sa carrière et son déroulement de carrière personnelle et professionnelle. Mais on est dans un monde où
j'en accepte la réalité. Nous avons voulu le plus possible rester à l'abri dans notre vie privée et vie personnelle des médias. Ça a tenu. Aujourd'hui, ça ne tient plus, même si nous ne révélerons rien de ce qui relève de notre vie de famille et que nous resterons jusqu'au moins au 9 mai dans, on va dire, dans ce qui relève à nos yeux de notre vie privée. Bien, Benoît Hamon, il est 8h55, nous allons continuer évidemment dans 4 à 5 minutes avec les auditeurs d'RMC, les téléspectateurs de BFM TV. Je vais vous parler évidemment du redressement de la France, de l'emploi évidemment, du niveau de vie des Français, du pouvoir d'achat des Français. Ce sont des questions si essentielles que nous allons développer dans 4 à 5 minutes. À tout de suite. Merci. Bien, Benoît Hamon est notre invité ce matin pour cette édition spéciale présidentielle. Nous avons commencé, RMC, BFM TV, vous avez répondu à mes questions, maintenant vous allez répondre aux questions des auditeurs d'RMC, des téléspectateurs de BFM TV. Alors, je vais vous parler évidemment de chômage, je vais vous parler d'embauche, je vais vous parler de la fonction publique, comment allez-vous redresser la France Oui, tiens, voilà une bonne question. Comment allez-vous redresser la France, globalement? Quelles sont les 2 ou 3 mesures essentielles, selon vous, pour donner une nouvelle vigueur à ce pays? Ce pays qui est endetté, 2200 milliards d'euros de dette, un taux de chômage à 10%, une augmentation prévue du chômage en 2017. Alors comment allez-vous faire ? Je pense qu'il faut avoir une stratégie globale qui est à la fois européenne et française. La première, c'est de soutenir évidemment l'investissement, c'est-à-dire les choix, les secteurs dans lesquels nous voulons prioritairement consacrer de l'argent. Alors je m'arrête là. Comment soutenez-vous l'investissement ? Alors de 2 manières. D'abord, je veux soutenir l'investissement par la recherche et l'enseignement supérieur. C'est fondamental aujourd'hui. Si nous n'avons pas demain davantage de recherche publique et privée, et si nous n'avons pas d'ingénieurs, si nous n'avons pas assez de chercheurs, si nous n'avons pas assez de salariés hautement qualifiés, nous ne parviendrons pas à relever les défis de la compétition mondiale. C'est pour cela que je consacrerai 1 milliard d'euros supplémentaires par an à la recherche publique et à l'enseignement supérieur. Je veux le dire pour les universités, les grandes écoles, principalement les universités et la recherche, 1 milliard d'euros supplémentaires par an. Le deuxième grand axe que je développerai relève, aujourd'hui, je l'ai évoqué, de la transition écologique. C'est une occasion formidable aujourd'hui d'engager la rénovation thermique de l'habitat, c'est-à-dire faire en sorte que demain nos logements ne soient plus des passoires thermiques, que ça diminue d'ailleurs les factures d'électricité consenties par les Français pour s'chauffer, pour pouvoir avoir accès à de l'eau chaude, etc., etc. Je veux engager des constructions de logements nombreuses pour faire face aujourd'hui à ce qu'est la pénurie de logements, tant sur le parc privé que dans le domaine du logement social. Pourquoi ? Parce que les prix augmentent à raison de la rareté. Loin sur la transition écologique, sur l'investissement, je souhaite que nous organisions le passage donc d'une économie qui est une économie très carbonée à une économie non carbonée, d'où les investissements considérables qui seront faits en matière d'énergie renouvelable et qui s'appuieront sur le plan, alors Juncker, qui existe déjà, de 300 et quelques milliards d'euros, qui soutient différentes initiatives, notamment dans ce domaine en Europe, mais dont je souhaite qu'il soit porté à 1000 milliards d'euros, sans quoi nous ne réussirons pas au niveau européen. Vous proposez, comme Emmanuel Macron, un grand plan d'investissement, lui propose, je crois, 50 milliards sur le quinquennat, vous aussi, comme ça, pour aider, aider. Mais alors, moi, il y a une chose, parce que je me mets à la place, très bien, évidemment, beaucoup seront d'accord avec vos idées environnementales, écologiques, mais le petit chef d'entreprise surchargé, vous le savez, et qui n'arrive pas, qui veut embaucher, mais qui ne peut pas aujourd'hui. Comment allez-vous l'aider ? Comment allez-vous lui permettre comment allez-vous libérer l'économie française ? Il n'y a pas qu'une solution. Non, j'imagine. Une variété de réponses. Oui. Je reprendrai une des idées qui avait été développée par Arnaud Montebourg sur l'accès privilégié des PME françaises, d'abord à la commande publique. Est-ce qu'on peut construire en France, en respectant le droit européen, un Small Business Act, ou comment favoriser le fait que demain, la commande publique s'adresse principalement aux PME, aux TPE qui sont sur votre territoire. En clair, d'ailleurs, réduire les intermédiaires, favoriser les circuits courts, favoriser l'écosystème qui est autour de soi. Cela, moi, je veux y travailler, aussi bien pour ce qui relève de relocalisation que pour ce qui relève de l'orientation de la commande publique vers les TPE et PME françaises. Je veux aussi faire en sorte que
avoir un environnement ou encore un écosystème plus favorable à la création d'entreprises. J'ai été très frappé de voir qu'en fait, on dispose de toutes les solutions en France pour permettre à des Français de créer leur entreprise, mais qu'en gros, ça s'emboîte assez mal. On peut trouver des Fab Labs à peu près partout, mais après, on trouve pas forcément d'incubateur pour monter à maturité son projet. On n'a pas forcément de banque pour vous soutenir. On se retrouve dans des situations où on est finalement aidé un temps, puis abandonné un autre, et on n'a pas le droit à l'échec. Et bien moi, je veux que demain, nous puissions favoriser la création d'entreprises, ne pas laisser tomber ceux qui se plantent une fois, parce que ça arrive à chacun d'entre nous, mais voudraient relever la tête et recommencer. C'est cela que je veux créer. C'est-à-dire un écosystème favorable à l'initiative privée, où on accompagne les entrepreneurs, mais où on se préoccupe aussi de faire en sorte que ces grands investissements que nous allons mobiliser, que ces grands investissements permettent d'opérer le tournant qui doit être celui de l'économie, c'est-à-dire une économie plus propre, plus verte, parce que c'est fondamental. Je ne me préoccuperai pas que du micro, je veux me préoccuper des grandes orientations qui concernent notre... Je vais revenir dans le détail sur le pouvoir d'achat, mais je voudrais que nous revenions sur les robots, parce que nous avons en ligne, en duplex, sur BFM TV, sur RMC, ce matin, Jean Tournou, qui est le président du syndicat des machines de production, et qui se trouve à Villebon-sur-Yvette, dans l'Essonne, en direct, entreprise adhérente de votre syndicat. Jean Tournou, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Benoît. Oui. Bonjour monsieur. Une question sur les robots, puisque vous portez cette mesure. Il se trouve qu'en Allemagne, en Corée, au Japon, il y a le plus de robots dans le monde. Le taux de chômage est le moins élevé. Et si je prends l'exemple de l'Allemagne, 160 000 robots, 30 000 robots en France. En mettant en place une taxe robot, on Europe. Bon, merci Monsieur Tournou pour cette question. En Allemagne, il y a aussi beaucoup de robots, mais 17% de la population sous le seuil de pauvreté. Beaucoup plus qu'en France. Je le dis aussi parce qu'on peut avoir moins de chômeurs, mais beaucoup plus de pauvres. Qu'est-ce que je propose? D'abord, oui ou non, l'automatisation de notre économie détruit-elle de l'emploi? Toutes les études le montrent. Il n'y en a pas une qui dit le contraire. Le scénario le plus optimiste indique que 9% des emplois en France seront détruits à raison de l'automatisation, mais que la moitié d'entre eux seront transformés. Ça veut dire qu'il faudra se former pour intégrer ce progrès technologique. C'est une bonne nouvelle, ce progrès technologique, parce que ça veut dire que l'humanité va produire tout ce dont elle a besoin avec moins de travail humain nécessaire. Pourquoi? Parce que la machine, l'intelligence artificielle, l'algorithme pourront s'y substituer. Dernier discours de Barack Obama à la Maison-Blanche. Que dit-il? La principale menace qui pèse sur l'économie américaine n'est pas un bouleversement venu de l'étranger, c'est l'automatisation de notre économie qui conduit à quoi? À la destruction de millions d'emplois des classes moyennes devenues obsolètes. Donc cette transformation, elle s'opère. La question est de savoir, dans une entreprise, je vais prendre un exemple très concret. Là où, dans une grande surface, Monsieur Tournou, un portique remplace une caissière, que l'entreprise économise un salaire, qu'elle économise les cotisations sociales patronales pour financer les retraites, qu'elle continue à créer de la richesse autant qu'avant, voire même plus. Est-ce qu'on maintient un système de financement de nos retraites identique à avant ou est-ce qu'on le change? Et qu'est-ce que je propose? Quand le patron ou l'ex-patron de Microsoft, Bill Gates, qui connaît les robots, il en a fabriqué un peu plus que nous tous, dit si demain nous ne taxons pas les robots, nous ne financerons plus ni nos services publics, ni nos systèmes de solidarité. Eh bien moi je propose qu'on réfléchisse non pas à une taxe sur chaque robot, comprenons-nous, je ne vais pas fiscaliser un nouveau robot, je propose qu'on ait un financement de nos systèmes de retraite qui ne soit plus assis seulement sur le travail, c'est-à-dire le nombre de travailleurs que vous avez dans une entreprise, mais sur la valeur ajoutée, de façon à ce que nous puissions continuer à progresser, à innover, mais en ayant des systèmes de financement de nos protections sociales, qui soient plus efficaces. L'objectif, il est simple, c'est qu'on soit aussi bien protégés demain pour les nouvelles générations que nous l'étions, vous et moi, alors, Monsieur Bourdin. Jean Tournou, est-ce que vous êtes convaincu ou pas? Quelle remarque faites-vous? La remarque, c'est plutôt que de l'asseoir sur la valeur ajoutée
Pourquoi ne pas l'asseoir à ce moment-là sur la TVA? Parce qu'au final, quand on taxe la valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée produite en France. Or, notre problème, c'est bien de produire en France. On est dans l'industrie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de produire en France, pour la France et pour le reste du monde. Il y a un risque évident si on taxe les robots, c'est de délocaliser les robots, quoi. Mais vous délocalisez pas la grande surface, là. Vous avez tout compris. La délocalisation de la valeur ajoutée à l'extérieur. Bon, est-ce qu'on peut... il y a des secteurs qui sont fortement exposés à la concurrence. Comme toujours dans ces débats-là, on prend la situation qui est la situation la pire, le risque de délocalisation, et on oublie l'essentiel. Quand même le risque de délocalisation. Je ne propose pas d'inciter à la délocalisation. Oui. Je propose simplement de réfléchir à... Demain, vous avez... Prenons cet exemple, et Monsieur Tournou, j'aimerais qu'il réagisse aussi à ça. Amazon expérimente son premier magasin sans personne dedans. Il y a peut-être un vigile de sécurité, mais il n'y a personne. Pourquoi ? Parce qu'avec une simple application, vous vous loguez, comme on dit maintenant, et vous rentrez dans le magasin, vous prenez les produits que vous voulez, et c'est directement débité de votre compte. Donc, il y a des secteurs dans lesquels, les magasins, à ce que je sache, ils vont pas être délocalisés. On est d'accord. Il y a des secteurs dans lesquels disparaissent des dizaines de milliers d'emplois. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Il me revient la responsabilité de penser ces transformations. Et plutôt que de les subir, pour constater que nous n'avons encore rien fait une fois que le problème est arrivé, je préfère l'anticiper. Et je trouve intéressante la discussion avec M. Tournou, parce qu'elle peut nous amener à travailler à la bonne réponse. Ce que M. Tournou dit, c'est... si je comprends bien, je ne veux pas interpréter sa pensée, mais quand il parle de la TVA, c'est bon, pourquoi pas réfléchir à une autre manière de penser le financement de nos systèmes de retraite, parce que j'imagine qu'il n'est pas pour les fragiliser, et qui tienne compte peut-être de ce que je propose et de ce qu'il introduit lui comme variable, c'est attention à ne pas encourager la délocalisation ailleurs. Eh bien, travaillons-y, mais si sur le principe nous sommes d'accord pour faire en sorte que demain, nous puissions penser un financement de nos systèmes de protection sociale qui tiennent compte du fait que l'automatisation de notre économie va probablement détruire des emplois, eh bien, on peut en faire une bonne base de travail. J'ajoute que ça n'empêche pas tout cela, même s'il y a automatisation, de s'intéresser aux secteurs qui peuvent créer beaucoup d'emplois. Les services à la personne, l'éducation, la santé, les énergies renouvelables, j'en ai parlé. On peut aussi largement compenser dans certains secteurs, par des créations d'emplois et des grands plans d'investissement, les emplois qui sont détruits dans d'autres. Bien. L'évasion fiscale. Merci Jean Tournou. L'évasion fiscale maintenant. Merci Jean Tournou. Monsieur Tournou. L'évasion fiscale avec Nicolas, qui est l'un de nos auditeurs d'RMC, qui est en direct avec nous, qui est trader dans les Hauts-de-Seine. Nicolas, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Benoît Hamon. Bonjour monsieur. Allez-y Nicolas. Alors ma petite question est simple. Comment comptez-vous attirer des entreprises en France pour créer de l'emploi, tout en faisant payer toujours plus d'impôts à ces sociétés ? Bon, elles en payent de moins en moins, donc... Mais justement pour ça. Oui, d'accord. Mais moi, je m'intéresse à l'emploi, monsieur. Oui, attendez, laissez Nicolas terminer. Justement, vous devriez même... Excusez-moi, Jean-Jacques, je dis ça pour mais vous devriez même pas être ici. Vous devriez être avec votre petite sacoche et vous devriez être à Londres en train de demander aux banques qu'est-ce qu'il faut comme situation pour qu'elles viennent s'installer en France, ou aller voir les constructeurs automobiles pour leur dire comment déplacer leurs usines en Angleterre, en France. Le problème, c'est que vous êtes un peu le candidat, je suis désolé de vous le dire un peu franchement, mais la France à genoux. Allez-y, lâchez-vous. Vous êtes de la France à genoux, c'est-à-dire vous partez du principe que les robots, ça va nous piquer notre boulot, alors que votre réflexe, ça devrait dire, on va les fabriquer en France, on va créer de l'emploi. Vous devriez dire... Mais vous m'avez mal écouté, monsieur. Laissez finir, Nicolas. Mais Et donc, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes toujours en situation de faiblesse. Vous voulez renégocier notre dette, par exemple, alors que pour l'instant, on n'a absolument pas de problème à l'assurer, à la payer. Je comprends pas pourquoi vous êtes toujours en situation de faiblesse. Bien. Ce serait mieux qu'on parle du projet de Benoît Hamon, pas du projet dont pense fantasmé par monsieur. D'abord, je ne veux pas renégocier notre dette. J'ai dit que la dette écologique, elle, ne se renégociera pas là où la dette financière pourra toujours se renégocier. Mais quand je parle avec qui l'Allemagne n'en veut pas renégocier. Mais c'est pas avec l'Allemagne que vous renégociez votre dette. C'est pas la notre dette n'est pas vis-à-vis des Allemands. Quand le Fonds monétaire international. On peut être 2 secondes. Bruxelles. Je parlais de Bruxelles. 2 secondes sérieux. Le Fonds monétaire international dit que les pays les plus endettés en Europe ne pourront pas rembourser. Donc il faudra restructurer. Je suis d'accord avec le Fonds monétaire international, il le faudra, et que si nous voulons demain éviter de nous retrouver dans une situation qui est une situation incroyablement difficile du point de vue de la dette, je propose de mutualiser la dette européenne. Alors ça, oui, les Allemands n'en veulent pas. Ce sera l'objet d'une vraie discussion avec eux, et vous savez que j'ai fait des propositions. Vous en voudriez si vous étiez allemand ? Mais je pense que moi, je voudrais de l'Europe si j'étais allemand. Je voudrais de la démocratie en Europe, et s'il y a bien une démocratie en qui j'ai confiance, c'est la démocratie allemande. Et quand avec Thomas Piketty, qui n'est quand même pas un économiste,
économistes à genoux, comme disait monsieur. Nous réfléchissons, nous, à un traité budgétaire européen qui permette à la zone euro de disposer d'une assemblée parlementaire à l'intérieur de laquelle on ciblerait justement l'harmonisation fiscale. Ce qu'évoque monsieur est intéressant. En gros, il nous dit, c'est formidable, ce système de concurrence fiscale où on attire les entreprises d'un pays à un autre en diminuant leurs impôts. Mais avec ces impôts, on finance aussi des choses. On finance de l'école, on finance sans doute une partie des formations qu'a fait monsieur pour pouvoir être justement trader aujourd'hui, on finance les hôpitaux dans lesquels il ira se soigner, on finance les grandes infrastructures, on finance notre recherche fondamentale et publique sans laquelle les entreprises demain n'auraient peut-être pas pu créer dans le privé ce qu'elles créent, les innovations de demain. Donc ce que je veux dire, attendez, je termine monsieur, c'est que je veux dire c'est que la concurrence fiscale, moi je souhaite, notamment dans la zone euro, l'harmonisation fiscale. Bien. Pour ce qui relève de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, parce que il me semble aujourd'hui que quand l'Irlande fait des taux très très bas, quand en France on a des taux plus élevés, et quand les uns et les autres on tire vers le bas nos impôts pour essayer de prendre le siège social de l'entreprise du voisin, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Bien, Nicolas. En tout cas, c'est pas la société que je veux. Oui. Alors, je vais compléter juste très rapidement. La première chose, c'est que la concurrence fiscale, si vous l'abolissez, vous sortez de facto certains pays de l'Europe, notamment l'Irlande, puisque l'Irlande n'a que cet avantage-là. Aucun avantage structurel n'a que l'avantage de son taux d'imposition. Donc, si vous mettez un taux d'imposition supérieur au sien, vous les sortez de facto de l'Europe. Premier point. Deuxième point, vous êtes désespéré, hein. Vous êtes désespéré, Nicolas. Laissez finir. C'est pas désespéré, c'est de l'économie, monsieur. C'est de l'économie. Alors je termine un deuxième point. Vous disiez, excusez-moi, que le fait de moins gagner de recettes fiscales, vous avez moins de dépenses, vous avez moins de possibilités de construire des infrastructures. Alors je vous renvoie à une étude de la Cour des comptes de 2004 qui nous montre qu'il n'y a absolument aucune corrélation prouvée entre la baisse des revenus fiscaux et la déliquescence du service public, par une raison très très simple, monsieur, c'est que vous avez une théorie économique qui fonctionne, qui a marché en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et même aux États-Unis, qui s'appelle la courbe de Laffer, qui montre que la baisse des prélèvements sociaux des prélèvements obligatoires aux entreprises entraîne une augmentation en fait des ressources fiscales. En fait, vous faites moins de quantitatif, vous augmentez votre volume à la place d'augmenter votre revenu net. Bon, et donc Nicolas, grâce à Nicolas, on aura donc compris qu'on est mieux soigné en Angleterre et aux États-Unis quand on est pauvre ou quand on a une classe moyenne qu'en France. Non, mais c'est ça les services publics, mon cher Nicolas. Alors justement, je veux dire, très bien, c'est frappant. Non, attendez. Je voudrais qu'on parle du revenu universel, parce que le temps passe. Mais on parle de santé. Oui. Ce que je veux dire, justement, c'est très frappant, cela. Voilà un monsieur ou un jeune homme, je sais plus, je me souviens plus de son âge, qui est trader, qui a donc un mode de vie qui correspond à une très petite minorité de la France, et des revenus aussi qu'on tire de ce genre d'activité qui correspondent à une toute petite fraction de la France. Et donc son monde, et il existe bien, mais c'est un monde dans lequel les Français, eux, ne vivent pas. Parce qu'eux ont besoin de quoi ? D'avoir accès à un médecin, d'avoir accès à des urgences, d'avoir accès à un hôpital, et de pouvoir le faire sans sortir leur carte bancaire. Bon. Bien, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il pointe un sujet politique. Et je le trouve vraiment que c'est assez stimulant ce qu'il dit. Parce que beaucoup pensent que si on libéralise le marché, si on finalement on desserre les taux comme ils disent, et notamment ce qu'ils appellent les taux de l'impôt, et je pense que dans certains domaines, il faut le faire, et bien que ça réglera nos problèmes. Regardons les pays où on est le plus mal soigné. Regardons les pays où on meurt le plus tôt parce qu'on est pauvre. Regardons les pays où, finalement, ces systèmes sociaux, aujourd'hui, parce qu'ils n'existent pas, conduisent à des inégalités. Et quand il y a de l'inégalité, de la violence, bien moi, ce n'est pas le modèle de société, la France que je veux. Nous vivons dans un pays riche. Nous vivons dans un pays riche. Ah oui, très riche. 5e ou 6e puissance économique mondiale, selon les classements. Nous vivons dans un pays très riche. Et malgré tout, il y a beaucoup de Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Même en vivant dans un pays très riche. Alors moi, je vous pose une question toute simple. Comment allez-vous rééquilibrer cette richesse? Et comment allez-vous mieux la répartir? Comment allez-vous lutter contre la dette en embauchant des fonctionnaires? Non, d'abord, vous voulez embaucher 40 000 fonctionnaires. Oui, dans l'éducation, je pense que c'est toujours nécessaire. Je vais même reprendre ma proposition précise. Je pense que en CP, CE1, CE2, il faut mettre 25 élèves maximum par classe. Pourquoi ? Parce que plus la classe est surchargée, plus il est difficile de faire la leçon aux élèves et d'enseigner, et plus dans ces années cruciales pour l'apprentissage du français et des mathématiques, plus les élèves les plus en difficulté décrochent. Donc 25 élèves maximum par classe, et 20 élèves dans les territoires d'outre-mer, 20 dans les zones d'éducation prioritaire, et 20 dans les territoires ruraux les plus en difficulté, pareil, maximum. Là encore, je veux vraiment qu'on mette l'accent sur la nécessité que nos enfants
maîtrisent les savoirs fondamentaux au primaire. C'est pour ça qu'il faut là 20 000 enseignants supplémentaires. Mais ma réponse, elle n'est pas seulement sur la question des fonctionnaires. D'ailleurs, au passage, oui, moi j'assume de dire qu'il faudra mieux payer les fonctionnaires, notamment de catégorie C, parce qu'ils font un métier difficile, ils sont mal payés, et à eux, je mettrai l'accent sur l'amélioration de leur rémunération. Mais sur la pauvreté... Donc de plus en plus de fonctionnaires. Oui, là, je propose qu'il y ait plus de fonctionnaires. Oui. Mais c'est pas de plus en plus, c'est pas pour ouvrir les vannes. Mais là, il y en aura plus. Parce que les années passant, il y a de plus en plus de fonctionnaires en France. Oui, mais vous observerez que... Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, je constate. Mais moi, je considère aujourd'hui qu'il y a des domaines dans lesquels il existe des besoins de la part des Français. Oui. On pourrait parler du grand âge. Je vais vous prendre un exemple. J'étais à La Roche-Derrien, petite ville des Côtes-d'Armor. 40 résidents dans une maison de retraite, 38 en situation de dépendance. Que m'ont dit les 40 salariés ? Des femmes, pour l'essentiel, tout à temps partiel. Qu'aujourd'hui, à raison du rythme qu'il faut tenir, du manque de financement, tenez-vous bien, on réduit la toilette des personnes de 25 minutes à 10 minutes. Aujourd'hui, on passe d'une personne à une autre. Et elles m'ont dit, ça m'a frappé, je me suis dit quand même, parlons de service public, ou parlons de la France qu'on veut. Je me suis dit quand même, grande nation, comment traitons-nous nos seniors ou nos parents quand ils sont dans ces maisons de retraite? Vous savez ce qu'elles m'ont dit? Quelle est la chose que tous les jours, ces résidents leur disent? Pourquoi êtes-vous si pressés? Pourquoi est-ce que vous ne passez pas plus de temps avec nous? Et ces femmes, auxiliaires de vie, aides-soignantes, infirmières qui étaient là, m'ont dit, avec une immense sincérité, des fois on a le sentiment d'être à la limite de la maltraitance, pas parce qu'il y aurait des violences, mais parce qu'on n'est pas assez là auprès de ces femmes et ces hommes. Bon, voilà une question sur laquelle, je veux dire, il faut davantage de personnel. Et moi, j'assume cela. Je l'assume. Et ceux qui me disent, nous n'avons pas les moyens, c'est faux. La richesse de ce pays justifie qu'aujourd'hui, nous consacrions davantage de moyens, notamment à la prise en charge de la dépendance et de nos parents et grands-parents. En tout cas, moi, je me refuse de fermer les yeux sur cette réalité-là. On vieillit mal et indignement aujourd'hui en France parce que nous n'investissons pas assez dans ce domaine. Bien, Benoît Hamon, je vais terminer avec le revenu universel et avec une question de Christophe, qui est commerçant dans le Var. Christophe est avec nous, il est auditeur d'RMC. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur Hamon. Bonjour Monsieur. Alors moi, ma question, elle est très simple. Est-ce que vous vous rendez compte de la démagogie de vos propos et du fait que vous voulez fabriquer des générations d'assistés? Vous profitez de la crédulité des gens et des familles électoralistes, comme le font des politiques de droite et de gauche dans leur majorité. Et le résultat, c'est que ça dégoûte les Français de la politique. Sur le revenu universel. Bon, vous êtes sévère quand même, Christophe. Non mais je conteste pas que votre point de vue, vous avez le droit de penser cela. Alors, est-ce que je peux vous dire que de quoi on parle? Le revenu universel d'existence, c'est pas une idée totalement nouvelle, elle est nouvelle dans le débat public. D'abord, l'objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté. Pardon de m'y intéresser, mais oui, je pense aujourd'hui qu'il faut revaloriser par exemple le RSA et le porter à 600 €, parce que 600 €, ça reste en dessous du seuil de pauvreté. On ne vit pas dignement avec cela. Plus 10%. Je veux dire à Christophe, en clair, il redoute, si je comprends bien... C'est plus 10%, c'est ça. Plus 10%. Que le revenu universel d'existence encourage des personnes... 540 à 600. Encourage des personnes à ne pas travailler, à la condition qu'ils ne soient pas versés à ceux qui travaillent. Moi, l'objectif de revenu universel d'existence, c'est qu'ils viennent comme un complément de revenus et de salaire pour celui qui travaille et qui permettent, alors je reviens, et qui concerne le commerçant, qui concerne le salarié, mais pourquoi je veux faire ça? C'est pas pour mettre du beurre dans les épinards, mais c'est parce que je veux permettre demain à celui ou celle qui est sur un travail qui est un travail difficile, payé un peu au-delà du SMIC, et qui aujourd'hui n'en vit pas correctement, de disposer d'un moyen de reprendre le contrôle de sa vie, de réduire son temps de travail sans perdre de pouvoir d'achat. À qui j'ai pensé d'abord? Je vais vous dire à qui j'ai pensé d'abord. D'un mot, je vais être très rapide. Oui, mais très concret. Alors allez-y, j'ai des questions concrètes. Ces hommes et ces femmes célibataires qui ont des enfants à charge, souvent des femmes d'ailleurs, mais qui ne parviennent pas aujourd'hui à organiser ou à concilier le temps qu'ils passent à leur travail pour un salaire qui est un salaire de misère avec les nécessités qui sont celles et de pouvoir éduquer leurs enfants et d'être présents auprès de leurs enfants. Eh bien, pour
pour eux, je veux disposer de ce complément du revenu universel d'existence pour qu'ils puissent réduire leur temps de travail et se consacrer à leur famille. Ce qui est extraordinaire lorsque vous parlez du revenu universel, c'est que vous exposez l'idée générale, la philosophie, mais pas le concret. Ah bah, alors je voudrais que vous répondiez à des questions concrètes sur le revenu universel. Avec plaisir. 2018, plus 10%, le RSA, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Étendu aux 18-25 ans. On est bien d'accord. Nous sommes d'accord. Je souhaite, et même je vais rendre. Écoutez-moi, ça coûte 45 milliards d'euros. C'est ça ou pas? Nous allons proposer. Je vais rendre public. Oui. La semaine prochaine. L'ensemble du dispositif de financement du revenu universel d'existence. Non seulement je veux qu'il soit, je suis content. Oui, mais non seulement touchera les personnes les plus pauvres. Premier objectif, éradiquer la pauvreté. Non, mais deuxièmement, ça ce sont les objectifs. Mais moi, je veux du concret. Attendez, qui est concerné en 2018? Les 18-25 ans. Mais au-delà, je veux que la mesure puisse concerner l'ensemble de ceux qui aujourd'hui ont un salaire ou un revenu qui est modeste et qu'ils puissent bénéficier des premiers versements d'un revenu universel d'existence qui se traduisent pour eux par une augmentation sur la feuille de paye du salaire net. Donc, je propose... Écoutez-moi, vous m'avez proposé une question précise, réponse précise. La semaine prochaine, je vous proposerai un dispositif et avec un financement à la clé qui permettra d'augmenter sur la feuille de salaire net le revenu des personnes qui aujourd'hui travaillent mais ont un salaire qui est un salaire au-delà du SMIC mais modeste, mais vous verrez. Jusqu'à combien? Vous verrez. Vous verrez. Et je travaille la semaine prochaine, je ferai des propositions là-dessus. Vous savez que les Français, le revenu universel, ça fait combien de temps que il vous accompagne? Ça fait un moment. Mais ça fait quelques mois. Ben, on manque de précision depuis un moment. Non. Mais comment? Non. Moi, je vais vous donner. Vous patienterez encore une semaine. D'accord. 2018, on est bien d'accord. Plus 10%. On est bien d'accord. Étendu aux 18-25 ans. 45 milliards d'euros. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le coût de la première année. Le coût de la mesure. Ensuite, c'est étendu tout au long du. Combien c'est le pacte de stabilité? Tout au long du quinquennat. Attendez. Mais moi, je vais vous 40 milliards. Donc si on peut pas mettre... vous ne supprimez pas le CICE. Moi je vais réallouer une partie du pacte de responsabilité et du CICE à des mesures qui sont à mes yeux plus favorables à l'emploi. Je ne remets pas tout en cause. Mais vous verrez, la semaine prochaine je vous proposerai un dispositif financé. Pardon, mais pas du tout. Le CICE ça sert à l'investissement. Mais pas du tout. Non. Attendez, moi je ne le tue pas. D'abord je ne le supprime pas totalement, je viens de vous le dire. Donc je ne tue rien du tout. Et je vous rappelle que quand vous mettez en place une mesure qui augmente le pouvoir d'achat des plus modestes, que font-ils avec cet argent? Ils le consomment. Ils ne l'épargnent pas. Par mois. Non, mais ils ne l'épargnent pas. Ça veut donc dire que c'est de l'argent dans l'économie. Intéressons-nous aussi à ce que cela rapporte. Et cela rapportera à notre économie. Par définition aussi, si cela concerne les 18-25 ans, combien d'emplois, savez-vous combien d'étudiants travaillent? 600 000. Obligés de travailler pour se payer leurs études. Donc ça libère de l'emploi parce que ça évite qu'on ait obligatoirement à travailler. Moi, je réfléchis à des solutions nouvelles et je veux répondre à Christophe quand même sur l'assistanat. Oui, mais c'est sérieux ce qu'il m'a posé comme question. Partout où on a expérimenté le revenu universel d'existence, il n'y a pas eu de mouvement du travail vers l'inactivité. Je veux le lui dire. Vraiment partout où on l'a fait. Alors, je comprends que lui dise, et je respecte cela, moi je travaille dur, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui travaille pas... C'est ce que dit la CGT aussi. Oui, mais et autant d'argent que moi. Alors, dernière chose... Ça n'est pas de cela dont on parle. Dernière chose, après 2018, tout au long du quinquennat, vous étendez ce revenu universel, on est bien d'accord? Je veux qu'on ait une stratégie de montée en puissance du revenu universel. Oui, mais je vous dis... ça coûtera si 400 milliards d'euros, c'est ça? Non, pas du tout. Et vous attendez la semaine prochaine, vous verrez, ce sera extrêmement clair. Ok, merci Benoît Hamon d'être venu nous voir, d'avoir répondu aux questions des auditeurs, des téléspectateurs et aux nôtres. Merci. Et bientôt, la prochaine édition, je ne peux pas vous dire quand encore, mais bientôt la prochaine édition de cette spéciale. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci.